Les enregistrements que vous allez consulter sur ce site visent à restituer les résultats d'une recherche collective et pluridisciplinaire. Celle-ci, financée par l'Agence nationale de la recherche depuis 2015, porte sur l'articulation santé mentale, justice pénale, notamment sur les soins pénalement ordonnés en milieu ouvert. Nous avions initialement prévu d'organiser un colloque, mais de report en report, et face aux incertitudes sur l'évolution de la situation sanitaire, nous avons finalement opté pour ce format. Vous pourrez ainsi écouter nos interventions à votre rythme. Il s'agit aussi d'un moyen pour nous de mettre nos résultats à la disposition de tous, qu'il s'agisse de collègues enseignants-chercheurs, de professionnels, d'étudiants et même de citoyens profanes. Ce site comprend 11 vidéos. Après cette introduction, mes collègues et moi-même aborderons plusieurs thèmes. Vous avez la liste sous les yeux, que je ne vais donc pas lister, mais nous aborderons globalement les cibles, les registres de justification des soins contraints, les finalités assignées à ces prises en charge médico-psychologiques. Nous aborderons également les déclinaisons pratiques du processus de médicalisation de la peine, avec pour point de départ l'évaluation des problématiques sanitaires des justiciables. Nous nous attarderons sur le prononcé des soins pénalement ordonnés pour objectiver la fréquence et l'évolution de ces mesures sur une quinzaine d'années. Nous nous sommes également intéressés aux critères décisionnels des magistrats. Nous parlerons encore des pratiques professionnelles des soignants, des CEPIP et des juges d'application des peines durant la phase de mise en œuvre de ces soins. Enfin, nous analyserons les interactions et les modes relationnels des acteurs judiciaires et des professionnels de santé. Toutes ces questions seront approfondies dans un ouvrage collectif que nous publierons en 2022 aux presses universitaires de Rennes. Vous y trouverez une présentation plus détaillée des données que nous avons collectées. Ce premier enregistrement contient quant à lui deux types de propos introductifs. Dans un premier temps, je vais procéder à un petit détour par l'histoire pour retracer brièvement la genèse des soins pénalement ordonnés et proposer quelques éléments de cadrage juridique. Ensuite, je vous présenterai notre protocole de recherche, c'est-à-dire nos terrains, nos démarches empiriques et les matériaux sur lesquels nous nous sommes appuyés. Parlons d'abord de la genèse des soins pénalement ordonnés. Sur un plan socio-historique, la volonté d'allier peine et soins résulte d'un lent processus. Avec d'autres, l'historien Marc Renville montre que les premiers signes de cette alliance sont perceptibles dès la fin du XVIIIe siècle, du moins du côté des réformateurs pénaux. Pour les philanthropes de l'époque, les nouvelles prisons pouvaient être aux délinquants ce que l'asile était pour les aliénés un lieu de guérison. Mais les premiers aliénistes, quant à eux, voulaient surtout garantir une stricte sectorisation des tâches pour ne pas confondre les fous et les criminels. Médecins et juristes n'ont cessé de débattre sur les bases rationnelles d'un tri, non sans rapport de pouvoir ou conflit. Ils se sont affrontés au moment de définir les frontières entre crime et pathologie mentale, entre peine et soins, entre institutions psychiatriques et carcérales. Pour autant, il n'a jamais été possible de garantir l'étanchéité des frontières entre institutions psychiatriques et carcérales, même après la consécration de l'irresponsabilité pénale pour trouble mental en 1810. Les incarcérations de malades mentaux n'ont jamais cessé, sans compter les décompensations générées par l'incarcération. Au fil du XIXe, la problématique de la folie se voit par ailleurs concurrencée par celle de l'alcoolisme et, dans une moindre mesure, de la toxicomanie. Une transformation des cadres interprétatifs de la déviance va conduire à un rapprochement progressif des modes de punition et de traitement, sous l'influence de la phrénologie, des théories de la dégénérescence et bien sûr de la nouvelle criminologie positiviste. On observe en effet un mouvement continu de pathologisation du passage à l'acte. La lecture médicale de la délinquance progresse, mais elle se détache progressivement d'une approche philanthropique. Il ne s'agit plus tant d'extraire les malades du système pénal que de protéger la société par un contrôle et un traitement des délinquants. Quelques aliénistes vont faire leur première entrée en prison. Juristes et médecins vont aussi préconiser une diversification des techniques d'enfermement en prenant pour exemple les asiles spéciaux pour aliénés criminels et les asiles de buveurs qui existaient à l'étranger. Mais le système asilaire fait l'objet de critiques. On constate alors un nombre croissant d'internements sans évolution notable des malades.
Des réflexions similaires agitent le champ pénitentiaire, tant l'effet nocif des courtes peines était déjà unanimement dénoncé. Juristes et psychiatres vont donc recommander de déployer de nouveaux dispositifs de prise en charge en milieu ouvert, sous la forme de dispensaires, de soins ambulatoires, de suivi à la sortie de l'asile comme de la prison. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les sociétés savantes ont aussi réclamé l'introduction de peines alternatives à l'incarcération, à l'image de la probation américaine, qui ciblait particulièrement les alcooliques. Ce n'est toutefois qu'après 1945 que les premiers soins pénalement ordonnés sont apparus, les conditions d'incarcération durant la guerre et la mort de famine de plusieurs milliers de malades internés ont démultiplié l'écho des reproches adressés au système pénitentiaire comme à l'institution psychiatrique. Après la Seconde Guerre mondiale, on observe des deux côtés un processus de réforme. Deux lois furent d'abord votées en 1953 et 1954 pour contraindre à des cures les personnes alcoolodépendantes et les usagers de stupéfiants considérés comme dangereux pour autrui. Mais ces deux textes ne seront quasiment pas appliqués. Parallèlement, des sociétés savantes, des praticiens et des responsables politiques, notamment proches du courant de la défense sociale nouvelle, ont promu ce qui deviendra en 1958 le sursis avec mise à l'épreuve et, parmi les mesures possibles, l'obligation de soins. Encore aujourd'hui, il s'agit de la forme la plus habituelle et la plus fréquente de soins pénalement ordonnés. Son cadre juridique est encore très mince. L'obligation de soins peut être prononcée par le juge sans expertise préalable. Il est donc le seul prescripteur de soins. Aucun cadre formel n'est fixé quant aux échanges d'informations entre soignants, magistrats et conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sur le déroulement de la thérapie. Désormais, l'obligation de soins peut aussi être prononcée en amont du jugement dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou à la fin d'une peine privative de liberté dans le cadre d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté. Pour des raisons plus politiques que sanitaires, la loi du 31 décembre 1970 ajouta l'injonction thérapeutique qui ciblait les personnes dépendantes aux produits stupéfiants. La consommation est pourtant encore très faible, mais très exagérée dans les médias. Surtout, le contexte politique, après les mouvements sociaux de mai 1968, est à la reprise en main de la jeunesse. La drogue est envisagée comme un problème social et moral, comme le signe d'une dégradation générale des mœurs, mais aussi comme un puissant moteur de délinquance. La stratégie adoptée fut donc celle d'une véritable guerre à la drogue, mais aussi, selon les termes d'une circulaire ministérielle de 1969, d'un renforcement de, je cite, l'armement sanitaire. La particularité de cette injonction thérapeutique est qu'elle n'est pas forcément prononcée par une juridiction de jugement dans le cadre d'une condamnation. Elle peut aussi être, et est surtout, prononcée par le parquet en tant qu'alternative aux poursuites, avec un classement sans suite en cas de réussite. Au-delà de cette mesure, le contexte politique des années 1970-1980 est très important pour comprendre la nature des relations entre soignants et acteurs judiciaires. L'obligation et l'injonction thérapeutique ont essentiellement été promues par des juristes, par des acteurs judiciaires et des experts psychiatres. Pour ceux-ci, la contrainte était jugée légitime car les personnes souffrant d'addiction étaient perçues comme de mauvais malades qui refusaient de s'engager et de s'astreindre à des soins. À défaut de consentement, il fallait donc les contraindre à se soigner. Mais les autres psychiatres, qui n'avaient alors aucune relation avec la justice, vont s'opposer à toute forme de contrainte dans les années 70, plus globalement à toute relation avec les acteurs du système pénal. Ils puisent alors dans l'antipsychiatrie, hostile au modèle asilaire, suspecté de contrôle social, mais aussi dans les propositions de la psychanalyse. Dans cette perspective, il ne pouvait y avoir de traitement obligatoire, la règle devait être la demande libre du sujet, car le processus thérapeutique ne pourrait aboutir sans adhésion volontaire. À la même époque, les psychiatres exerçant en détention, qui sont alors payés par et subordonnés à l'administration pénitentiaire, vont dénoncer ce que l'on appelait encore la médecine pénitentiaire. Ils vont contester l'instrumentalisation des psychiatres pour annihiler toute contestation au sein des prisons, notamment par la surprescription de médicaments.
Refusant d'apparaître comme des auxiliaires de justice, ces soignants exerçant en prison vont progressivement obtenir leur autonomie statutaire. Désormais, ils travaillent et sont rémunérés par le ministère de la Santé et non par l'administration pénitentiaire, à laquelle ils ne doivent aucun compte concernant leur pratique médicale. Va en découler, y compris dans le cadre de la mise en œuvre des soins en milieu ouvert, un très fort cloisonnement institutionnel. Une fois les soins prononcés par les juges, leur mise en œuvre appartient aux soignants. Ces derniers considèrent que la justice n'a aucun droit de regard en raison du secret médical. Les choses vont partiellement évoluer dans les années 1990. À cette époque, les paniques morales se déportent sur les délinquants sexuels, qui sont de plus en plus nombreux en prison, en raison d'une progression du taux de plainte, plus que d'une augmentation du phénomène lui-même. Ces délinquants sexuels représentaient 5% des détenus en 1980, 25% au début de la décennie 2000. Eux aussi paraissaient peu désireux d'engager une thérapie et une fois libérés, guère prompts à les poursuivre. Même parmi les professionnels de santé exerçant en détention, pas tous, mais une proportion non négligeable, certains vont préconiser de leur offrir des opportunités de rencontre avec les équipes de soins en prison, puis un suivi une fois libérés. Dans cette perspective, une loi du 17 juin 1998 a introduit un dispositif spécifique sous la forme d'une injonction de soins prononcée dans le cadre d'une peine complémentaire, le suivi socio-judiciaire. En revanche, pour les responsables politiques, cette loi n'avait pas qu'un objectif sanitaire, mais surtout de défense sociale. Il s'agissait alors, selon les termes du rapporteur au Sénat, de soigner une personne, je cite, d'abord dans un souci de protection de la société et ensuite pour elle-même. Si le dispositif ne visait initialement que les délinquants sexuels, son champ d'application a ensuite été étendu à de nombreuses infractions, atteinte à la vie, violence aggravée et conjugale, incendie volontaire et désormais terrorisme. Le suivi socio-judiciaire intervient le plus souvent au terme d'une peine privative de liberté, plus rarement comme alternative à l'incarcération. La durée de ce suivi peut être très longue, 10 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes, et même jusqu'à 30 ans, voire perpétuels pour quelques crimes. Ces soins sont donc beaucoup plus longs que dans le cadre de simples obligations, qui durent généralement de 3 ans, sachant que l'injonction ne démarre quant à elle qu'à la libération. En outre, si la personne ne respecte pas la mesure, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement supplémentaire, 3 ans en matière délictuelle, jusqu'à 7 ans en matière criminelle. En plus du thérapeute, l'injonction de soins fait également intervenir un médecin coordonnateur. Ce dispositif a été mis en place pour limiter l'opposition et les craintes des soignants. Pour préserver le secret médical du thérapeute, c'est à ce médecin qu'il appartient de contrôler le respect de la mesure, notamment dans le cadre de rencontres trimestrielles avec le condamné, et ensuite il doit en rendre compte au magistrat. Ce dispositif a été étendu à l'injonction thérapeutique en 2007 avec l'introduction d'un médecin relais qui remplit globalement les mêmes fonctions que le coordonnateur. J'en viens maintenant à la présentation de notre recherche qui a réuni pendant plus de 5 ans une vingtaine de juristes et de sociologues. En l'absence de données nationales sur le sujet, nous souhaitions en premier lieu objectiver la fréquence et les évolutions du prononcé des différents soins pénalement ordonnés. Nous souhaitions aussi objectiver l'incidence des alternatives aux poursuites comprenant une dimension sanitaire. Pour mesurer la fréquence de ces mesures, comprendre les pratiques décisionnelles des magistrats et identifier leur public cible, nous nous sommes d'abord appuyés sur le traitement statistique d'un échantillon de dossiers judiciaires. Nous avons étudié ces dossiers dans 6 juridictions. Le choix des sites visait à comparer les pratiques judiciaires dans 3 cours d'appel différentes, mais aussi entre l'une des plus importantes juridictions françaises, située en Île-de-France, que nous appellerons Milleville, 2 juridictions de taille moyenne, que nous appellerons Orsonte et Cesnières, 3 petites juridictions enfin, dont le ressort est plus rural, que nous appellerons Moussou, Chastignac et Quintrin.
Ces 5 juridictions sont toutes situées dans le Grand Ouest de la France. Dans chaque tribunal, nous avons consulté différents types de dossiers, mais qui impliquaient uniquement des majeurs. En matière criminelle, nous avons pris en compte l'ensemble des infractions jugées par les cours d'assises, qu'elles aient ou non donné lieu au prononcé de mesures sanitaires. S'agissant des affaires délictuelles, jugées par le tribunal correctionnel ou traitées par le biais d'alternatives aux poursuites, nous avons en revanche sélectionné 3 catégories d'infractions. Les infractions à la législation sur les stupéfiants, les violences conjugales, les infractions à caractère sexuel. L'exclusion des conduites en état d'ivresse peut surprendre, dès lors qu'elles peuvent dévoiler des problématiques addictives et donner lieu à des obligations de soins. Il s'agit toutefois d'un choix raisonné. Nous aurions été noyés par ce contentieux de masse, au détriment d'autres types de délinquance, alors qu'une grande majorité ne sont suivis d'aucune obligation de soins. D'autre part, nous pouvions mobiliser à cet effet, aux fins de comparaison, les résultats statistiques d'une précédente étude coordonnée par Jean Danet sur les modes de traitement des délits. Pour l'ensemble des affaires, nous avons adopté une approche longitudinale périodique, néanmoins contrainte par les durées d'archivage des dossiers. Afin d'identifier d'éventuelles variations dans le temps, l'échantillon comprend, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, des dossiers jugés en 2000, 2005, 2010, 2015 et, pour les affaires criminelles seulement, 1980 et 1990. L'accès aux dossiers d'alternatives aux poursuites a été plus complexe, outre qu'il nous a été impossible d'y accéder dans 2 juridictions, Quintrain et Milleville, leur destruction est beaucoup plus rapide. La plupart des alternatives enregistrées ont donc été prononcées en 2010 et 2015. L'échantillon global comprend 2698 affaires. Près de la moitié des dossiers sont des condamnations correctionnelles, 49%, environ un quart des alternatives aux poursuites, 24%, un autre quart des dossiers criminels, 26%. Près de la moitié des dossiers comprennent des infractions à la législation sur les stupéfiants, 46% à la 3e ligne et dernière colonne de ce tableau. 1 sur 5 comprend des violences sexuelles, presque autant des violences conjugales, étant précisé que plusieurs infractions peuvent apparaître dans un même dossier. Dans les 2 colonnes du milieu de ce tableau, vous pouvez voir qu'en matière criminelle, des violences sexuelles apparaissent plus de 4 fois sur 10, des atteintes aux biens et des atteintes à la vie dans respectivement près d'un tiers des cas. En matière délictuelle, ce sont les infractions à la législation sur les stupéfiants qui prédominent. Elles représentent plus de 60% des affaires. Sans décliner à ce stade l'ensemble des variables prises en compte, nous avons collecté des informations sur les infractions commises, les procédures judiciaires, les caractéristiques des victimes et des prévenus sur le plan sociodémographique, les antécédents judiciaires des auteurs, les alternatives aux poursuites et les peines prononcées, assorties ou non, de soins pénalement ordonnés. Ces données permettent de mesurer la fréquence et la progression du recours aux soins pénalement ordonnés depuis les années 2000 pour les dossiers correctionnels, 1980 pour les affaires criminelles. Elles offrent également une photographie pour les années 2010 et 2015 de la proportion des alternatives aux poursuites, comprenant une dimension sanitaire, mais pour 4 juridictions seulement. À l'aide d'analyses multivariées, nous avons également objectivé l'influence de différents critères susceptibles de justifier le prononcé de telles mesures. Sur un plan qualitatif, nous avons comparé et confronté ces données aux matériaux recueillis lors d'une seconde phase d'entretien semi-directif. Nous avons interrogé une centaine de professionnels dans 5 des 6 sites de l'étude, à l'exception de Chastignac, l'une des 3 petites juridictions dont le ressort est situé en milieu rural. Un peu plus d'un quart des enquêtés sont magistrats, dont des parquetiers, des juges d'instruction, des juges présidents des audiences de jugement et des juges de l'application des peines.
Nous avons également interrogé 24 agents de l'administration pénitentiaire, principalement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des CPIP, exerçant en milieu ouvert ou en détention, et quelques professionnels d'encadrement. Et enfin, 46 professionnels de santé, dont 15 psychologues et 28 psychiatres, environ la moitié exerçaient au moment de l'entretien des fonctions d'auxiliaire de justice, que ce soit en tant qu'expert, médecin coordonnateur, médecin ou psychologue relais. Peu exerçaient en libéral, ils travaillaient essentiellement en détention ou en milieu ouvert dans des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, des XAPA, au sein de services hospitaliers ou encore de centres médico-psychologiques, des CMP. Enfin, quelques entretiens ont visé des acteurs de fédérations professionnelles, du secteur associatif impliqué dans la mise en œuvre des alternatives aux poursuites, des agents de services ministériels et interministériels, ou encore des représentants du Conseil national de l'Ordre des médecins. Nous les avons interrogés sur leur représentation quant aux problématiques médico-psychologiques des publics judiciarisés, sur les raisons, l'intérêt selon eux et les finalités des soins pénalement ordonnés, en étant sensibles aux variations inter- et intraprofessionnelles, sur les critères justifiant selon eux le prononcé de soins pénalement ordonnés, sur la façon dont les prévenus et condamnés s'approprient ces soins, sur leurs pratiques aussi respectives de prise en charge des condamnés concernés par ces mesures. Alors ces entretiens, ils visaient notamment à identifier les freins qu'ils rencontrent au regard de l'offre locale de soins, leurs contraintes en termes de moyens, de personnel, de temps. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'articulation des pratiques entre des institutions hétérogènes, tant par leur statut, leur fonction et leur mission. L'agencement de leurs interdépendances demeure une opération complexe, leurs analyses, leurs valeurs, leurs normes d'action diffèrent suivant leur appartenance institutionnelle et ou professionnelle. Quels sont leurs modes relationnels? Comment conçoivent-ils leur coopération, leurs places respectives? Leurs interactions permettent-elles d'établir des rapports de complémentarité ou génèrent-elles au contraire des stratégies d'évitement, voire des relations conflictuelles? Nous avons également questionné les avancées permises ou non par l'instauration de nouveaux passeurs de frontières depuis les années 90 au travers des médecins coordonnateurs et des médecins ou psychologues relais. Avant d'aborder plus précisément ces différentes thématiques, je tiens à préciser que nous ne sommes pas les seuls à avoir participé à cette aventure collective. Plusieurs enseignants-chercheurs titulaires, doctorants, post-doctorants et ingénieurs d'études ont contribué à l'enregistrement des données en juridiction sans pouvoir participer à l'étude jusqu'à son terme. Comme vous ne les verrez pas dans ces vidéos, je vais quand même prendre le temps de citer leurs noms. Nous sommes particulièrement redevables à Audrey Cornec, Sarah Delcroix, Émilie Dubourg, Cindy Gorager, Morgane Hanscott, Nawel Emaride, Roxane Lahaye, Xavier Delarmina, Justine Laplège, Anaïs Letelec, Sylvie Morel, Thibaut Pétolas, Philippe Pouget, Jean-Noël Rétière, Mélanie Rouet, Gilda Roussel, Claire Sass, Morgane Tisser et enfin Camille Trémaud. Nous tenons également à remercier l'ensemble des acteurs qui ont accepté de nous rencontrer et de consacrer du temps à répondre à nos questions, mais aussi les greffiers et archivistes des juridictions qui nous ont apporté leur concours pour accéder aux dossiers, comme le personnel des archives départementales s'agissant des dossiers les plus anciens. Nous remercions encore les personnels des 5 laboratoires de recherche et de la MSH Ange-Guépin qui nous ont accompagnés dans la gestion de ce contrat de recherche. Et enfin, la mission de recherche Droit et Justice qui participe au financement de ces enregistrements. En outre, notre recherche a été facilitée par une première phase exploratoire qu'elle a financée durant 3 ans et qui portait plus spécifiquement sur l'injonction de soins.